Vous quittez la taverne avant même la fin du discours du moine. En chasseur de vampires expérimenté du Stirland, vous avez obtenu toutes les informations nécessaires pour établir la situation. Si cette dame Esseline est bien celle que décrit cet homme, alors aucun des chasseurs ici présents ne parviendra à l'éliminer. Une vampire qui a vécu au moins 200 ans est un adversaire d'une puissance martiale et magique redoutable. Mais, contrairement à ces gros lourdeaux, vous êtes futé. Et, par la ruse, il est possible d'avoir un vampire bien plus puissant que soi. Pour mettre au clair votre stratégie, il vous fallait d'abord des informations. Vous allez donc à la rencontre d'un jeune moine, encore acnéeux, qui tente tant bien que mal d'attirer l'attention de vos concurrents. Oh, bonjour monsieur. Vous n'attendez pas la fin de la réunion ? Nine. J'ai entendu tout ce dont j'avais besoin. Je vous remercie. Très bien. Dans ce cas, je vous remets une carte de la région. Elle fait partie de votre paye pour cette mission, hein, mais je me suis quand même permis de vous noter l'emplacement de la bataille des Trois Pierres. C'est la petite croix juste ici. Et puis nous sommes ici. Je vous remercie. Il vous faut aussi cette lettre de passage. Attendez, je vous la sors. Voilà. Alors, elle vous autorise à vous rendre n'importe où dans le duché. Parce que même si nous sommes un duché très ouvert sur le monde, certains lieux sont tout de même bien gardés. Très bien. Merci encore une fois. Je peux y aller ou vous avez d'autres informations à me transmettre ? Non, c'est bon pour moi. Au revoir, étranger. Au revoir. Vous partez donc en direction du château de Paravon. La route est bien entretenue et paisible, mais escarpée. En partie à flanc de montagne, vous devez alterner les montées et les descentes. Sur le chemin, vous apercevez quelques hameaux au loin, mais aucun brigand, ce qui vous étonne. De même, plusieurs groupes de voyageurs croisent votre route. Une famille de marchands revenant du château après avoir vendu son fourrage, une demi-douzaine de moines allant en prêche dans les villages alentours, ainsi que plusieurs marcheurs solitaires. Tous ont l'air étonnés en voyant vos habits, mais aucun n'a porté de regard inquisiteur à votre égard, ce qui ne correspond pas du tout au cliché du rustre bretonien. Après plusieurs dizaines d'heures de marche difficile, mais agréable, vous apercevez enfin l'imposante muraille de Paravon. Le château est immense. Sa pierre blanche contraste avec l'ardoise bleu nuit des toits. Plusieurs tours rondes fendent le ciel et donnent à cette imposante bâtisse un aspect élevé et bien moins rustre que pour les autres châteaux bretoniens. Construit au bord de la falaise et adossé à la montagne, vous devez traverser un long pont suspendu pour parvenir à la porte, lequel est garni de personnes attendant calmement leur tour pour rentrer. Mais votre statut et votre mission vous poussent à l'impatience. Et, plutôt que de rejoindre la queue qui se dessine plus ou moins clairement, vous vous frayez un chemin parmi les marchands et habitants du duché, écopant ainsi de quelques râles et plaintes, vite étouffés par la vue de votre mousquet imposant. « C'est bon, vous pouvez y aller. Bonne journée à vous. »« Halte là ! Tu dois faire la queue comme tout le monde, mon grand. Être impérial ne te donne aucun droit ici. Mais ma mission, oui, et je n'ai pas de temps à perdre. » Vous présentez le laissez-passer. Le garde qui vous a arrêté le regarde d'un air suspicieux et prend visiblement plus de temps que nécessaire pour l'examiner. Puis, presque à contre-cœur, il fait signe à ses hommes de s'écarter. « C'est bon, allez-y. »« Je vous remercie. Bonne journée. »« Oui, bonne journée. » Une fois passés les gardes et l'imposante porte, vous arrivez dans la basse-cour. Les paysans croisent les gardes sur un sol en terre battue. Le soleil, les odeurs de purin mêlées à celles de la sueur et le bruit constant donnent à ce lieu très vivant un air abrutissant, comparable à celui d'un marché d'une grande ville impériale. Vous parvenez malgré tout à repérer ce qui semble être la porte qui mène à la haute cour. Là encore, les hommes d'armes vous arrêtent, puis vous laissent passer en voyant votre lettre. Si ce sont les archives ducales que vous cherchez, elles sont au bout de cette cour, sur la droite. Ya, c'est en effet là que je souhaite me rendre, donc... Avec plaisir, monsieur. Vous traversez donc la cour, bien plus calme, sous les regards inquisiteurs des dames, moines et nobliaux alentours. Les archives vous apparaissent facilement. Il s'agit du seul bâtiment fermé qui ne possède pas d'étage dans la haute cour. Vous y entrez sans frapper et découvrez un endroit sombre, éclairé avec des dizaines de bougies. Plusieurs copistes sont au travail et 2 ou 3 moines rangent les ouvrages dans le dédale d'étagères. À vue de nez, vous direz qu'il y a 200 ouvrages environ, ce qui, pour des archives d'un duché, est tout à fait honorable. Vous cherchez du regard la personne en charge de cet endroit et distinguez un moine, plus âgé que les autres, assis derrière un bureau, qui vous fixe et vous dévisage.
Direz bien que vous avez trouvé votre homme. Vous allez donc à sa rencontre, et en vous approchant, découvrez un homme mal rasé d'une 50aine d'années, le visage émacié, et un œil de verre qui reflète la lumière des 2 bougies posées sur son bureau. Bonjour, je cherche les archives du CAL. Suis-je au bon endroit? Ça dépend. Qu'est-ce que vous voulez savoir au juste? J'aimerais consulter tous les documents historiques qui parlent de la cour de Paravon d'il y a 200 ans. À part ça, vous n'êtes pas suspect, vous, hein? Pourquoi 200 ans au juste? Puis, vu votre tête, c'est pas pour de la généalogie, non? En effet, je suis mandaté pour enquêter sur une certaine Esseline, qui aurait été dame à la cour il y a 200 ans. Oui, je vois. Vous êtes un chasseur de vampires dans ce cas. Ou alors, vous vous faites passer pour un chasseur de vampires, hein? Voyons. Qu'est-ce qui me prouve que vous êtes vraiment à la recherche de cette Esseline? Eh bien, déjà, j'ai donné le nom de la supposée vampire sans dire que c'en était une. Et puis, j'ai ce laissez-passer aussi. Vous sortez le laissez-passer, qui était à peine rangé puisque les gardes vous l'avaient déjà demandé, et le tendez au moine. Le moine regarde, examine, scrupuleusement, dans les moindres détails, ce laissez-passer. Oui. C'est un officiel, ou un faux très bien imité. Bon, écoutez. Je vais vous donner ce que vous cherchez, mais attention, je vous ai à l'œil. En 40 ans aux archives ici, j'en ai vu des complots se fomenter, mais aucun, je dis bien aucun n'a atteint son but. Et vous savez pourquoi? Parce que j'ai l'œil et le bon. Mais je ne cherche pas à comploter. C'est exactement ce que dirait un comploteur, comme par hasard. Je crois que l'on dit un conspirateur. Bon. Encore plus suspect. Maintenant, vous me corrigez de ma propre langue. Vous seriez pas d'un duché alentour plutôt que d'un étranger impérial, non? Un petit espion envoyé par le duc, là? Gascogne, non? Anguille, peut-être. Oh oui, vous avez une bonne tête d'anguille. Non, enfin, c'est-à-dire que... le registre. Oui, le registre. Ben voyons, et on change de sujet. Toujours plus suspect. J'en ai vu des gens suspects, mais vous êtes particulièrement suspect parmi les suspects. Bon. Pour le registre, allez voir le petit gros là-bas. Il vous le donnera, mais moi, je vous quitte pas des yeux, hein. Faites gaffe. Vous vous empressez de quitter ce moine étrange et partez en direction de ce fameux petit gros. Il s'agit en réalité d'un moine, certes de petite taille, mais pas particulièrement opulent, léger embonpoint, tout simplement. Vous vous approchez de lui et il vous regarde, l'air intrigué, puis jette un œil du côté de son collègue, qui visiblement lui fait une tête qui veut dire « ne l'aide pas », puis vous regarde de nouveau et vous dit « bonjour monsieur, vous cherchez quelque chose peut-être ?» « Ya, je suis à la recherche des registres sur la cour du duc d'il y a 200 ans. »« Oh oui, d'accord, je vous y conduis. Mon collègue vous a bien donné l'autorisation de les consulter, n'est-ce pas ?»« Ya. J'ai les papiers si vous voulez. »« Non, c'est bon, je vous fais confiance, je vous y mène. » Vous suivez donc le moine sur quelques mètres. Il cherche dans les archives, puis sort un ouvrage relié avec une belle couverture de cuir. Vous le tend, vous le remerciez, puis allez à une table libre et consultez l'ouvrage. La cour du duc de Paravon, de Sieur à Gilgar jusqu'à nos jours. Sous le règne du duc Machevort, l'impitoyable, sa seigneurie a boosté les étranges pauvertes hors de nos terres avec toute la bravoure et l'ardiesse que l'on espère d'un preux servant de la dame. Nein, ce n'est pas ce que je cherche, il me faut la composition de la cour. La cour de messire Machevort. Là, voilà, nous y sommes. Sieur Jean-Mich Lapatie. Nein. Sieur Jacques Letron. Nein. Dame Geneviève d'Estignac. Toujours pas. Dame Aislinn de Courtain. Voilà, ça doit être elle. Elle est d'une belle apparence. Sa peau pâle répond à ses yeux d'un vert profond pour créer une envoûtante harmonie, laquelle se brise sur ses lèvres d'un rouge sang.
Elle s'exprime lentement et avec un vocabulaire d'une grande richesse, si bien qu'on la croirait bretonnienne de naissance si son fort accent ne trahissait ses origines étrangères. Issue d'une noble famille venant d'une île à l'ouest du Vieux Monde, elle est arrivée à Paravon une nuit de tempête. D'abord accueillie au château par hospitalité envers une dame de sa stature, elle ne tarda pas à rejoindre la cour du duc. Son passé ne nous est pas connu, mais elle affirme avoir été chassée de son pays par un tyran. Cultivée, experte en héraldique et en poésie ancienne, elle sut rapidement se faire une place parmi l'entourage de sieur Machevort. Sous ses conseils, celui-ci a entrepris plusieurs chantiers dans la capitale, la rendant plus propre, plus belle, plus grande. En récompense de ses bons conseils, elle obtint le château de Senlac à sa demande, et ce, malgré les nombreuses peaux vertes qui rôdent aux alentours. Depuis qu'elle est maîtresse des lieux, elle vient 1 mois sur 3 à la cour et passe le reste du temps dans son nouveau château, accompagnée de ses servantes, ainsi que de son ami savant, Maëldwyn Corven. Cela fait désormais 6 mois que nous sommes sans nouvelles de Dame de Cortaine, et nous avons eu vent du retour des peaux vertes dans la région. Le duc a décidé de missionner le baron Thibaut Trousseguenaud pour se rendre sur place, auxire les pillards et s'assurer de la bonne santé de Dame de Cortaine. Le baron arriva trop tard. La dame est morte. Le château de Senlac est rempli de cadavres et l'air y empeste la mort. Sur le chemin du retour eut lieu la bataille des 3 pierres. Seul un gueux en rescapa, ce qui lui permit de raconter la déroute subie. Il évoque un sombre rituel qui fut accompli par le sorcier des peaux vertes, libérant l'esprit de feu Dame de Cortaine qui pleurait du sang, entouré de morts relevés. Nous n'avons retrouvé aucune trace de ce dit rituel et les hameaux alentours n'ont été témoins de rien. Le gueux fut exécuté pour avoir sali l'honneur d'une si noble dame, mais, dans son extrême sagesse et prudence, sa grandeur le duc a tout de même déclaré le château de Senlac maudit et a interdit quiconque de s'y installer depuis. Il a, par la suite, entrepris de chasser le fléau orcoïde de nos terres. Bien, maintenant, voyons voir qui est ce Maëldwyn. Maëldwyn Corven est un érudit itinérant, étudiant les rites funéraires anciens et les traditions druidiques. Il est arrivé en Bretonnie pour étudier les tumulus et les dolmens autour de Paravon. 2 ans après Dame de Cortaine. Il attira son attention, elle qui est une femme d'une grande curiosité. Maëldwyn Corven est un être marginal aux oreilles pointues, voûté, à l'apparence peu gracieuse. Il ne dégage aucun charisme, aucune élégance, mais se dit pourtant descendre d'une lointaine lignée elfique. Nul ne comprend pourquoi Dame de Cortaine tolère sa présence. Mais elle l'aide dans ses recherches, lui apporte des connaissances dont il a besoin pour interpréter les rites du passé. Son corps a été retrouvé dans le château de Senlac, avec les servantes de Dame de Cortaine. Il est enterré sur place. Dans ce cas, c'est là-bas que je dois me rendre. Ce récit est visiblement faux. Des orques nécromanciens, je n'en ai jamais entendu parler. Aislinn serait donc bien une vampire, vu son apparence, mais elle possède certainement des pouvoirs d'illusion ou des alliés lui permettant de réécrire l'histoire, afin de susciter assez de crainte pour être tranquille dans ce château de Senlac, sans pour autant révéler sa vraie nature et effrayer les populations alentours, au point de réclamer que la situation soit pacifiée. Ou alors, elle possède peut-être même les deux. Dans tous les cas, c'est un adversaire redoutable qui ne souhaite pas être dérangé. Mais alors, qu'est-ce qui a bien pu pouvoir semer le tout ? Pourquoi est-ce qu'il y a des disparitions maintenant, 200 ans après sa disparition à elle ? C'est étrange. Puis pourquoi une vampire avec une telle puissance et un tel statut social disparaîtrait pendant 200 ans ? Non, je dois rester sur mes gardes. Mais l'appât du gain est fort. Ah, que faire ? Allez, tant pis. Chiffé.